c'est bon. C'est bon, nickel. Tu vas bien? Et toi? Bah écoute, hein, impeccable, hein, c'est déconfinement ici, donc ça y est, on peut revivre. Ouais. C'est bon pour vous, punaise. Encore une Ouais, semaine pour nous. ouais, bah, tu vois, on a commencé une petite semaine avant vous au final, donc ça vient même. Hein. Mm. Ouais. Les 2 bons mois de quarantaine, on va dire. Bon, on va attendre un peu. Du coup, de votre côté, vous avez prévu un petit peu une reprise ou pas du tout? Là, on va essayer de voir comment on va mettre en place la reprise. Après, je t'avoue qu'aujourd'hui, en tout cas, surtout sur la ville de Nantes, les directives sportives sont un peu floues. Ouais, Donc, du coup, nous, on a la chance d'avoir notre salle. Donc, il faut qu'on voit comment et qu'on soit en adéquation avec la loi. Mais en gros, on va essayer de voir pour mettre en place justement peut-être sous forme tu vois, de CEC ou de choses comme ça, pas avec 5 joueurs, 6 joueurs, faire du perfectionnement individuel, gérer les espaces et les distances. Voilà. ouais. Mais sinon, la reprise du collectif, c'est pas pour tout de suite, je pense. Mm. Bah, tu vois, nous, ici, c'est pareil. Là, on va reprendre les entraînements, mais Mm. pareil, ça va être 2 joueurs par demi-terrain. Donc ça fait 4 joueurs plus 2 joueurs en extérieur. Et ça va être des créneaux de 45 minutes, de Mhm. manière à avoir 12 joueurs qui s'entraînent pendant 1 heure et demie et faire ça avec toutes les équipes tous les jours de manière Ouais. progressive. Donc et voilà, pas d'opposition, pas de. Ouais. Bah, voilà. Je pense qu'on va être à peu près sur le même modèle, nous aussi. Voilà, de toute façon, bon, voilà, on va pas commencer à faire des matchs, on en a parlé la dernière fois, mais après Mm. 2 mois sans rien faire, de toute façon, faut pas espérer faire grand-chose de plus. Hein. Ça, c'est sûr. Et surtout en 3 semaines, 1 mois avant enfin, la trêve, si on peut dire. Euh, Alors, on a combien de personnes? On a 18 ans, on va attendre une petite minute. Mm. Comme ça, le temps que j'installe mon truc. Pas Comment de ça marche? souci. Il y avait Bon, pas mal de questions déjà. Ouais, bah attends, bah d'ailleurs, je vais regarder tout de suite s'il n'y en a pas eu d'autres qui se sont mises entre temps, mais bon, c'est des questions qui me semblent qui peuvent être assez longues à développer, donc C'est clair. si on arrive à toutes les faire, ça sera déjà énorme. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. Il a posé 2 fois la même. Ouais. Est-ce que de ton côté, tu as eu des questions en plus ou Non, 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 non. J'en ai pas eu en plus. Se recouper. Là, tu vois, bah, ceux que je connais, là, ils écrivent sur le live. Ouais, bah, je Quelle vois. préparation sur une longue durée comme ça. Je lis le temps Bonjour en à même tous ceux temps. qui ont dit bonjour. Quelle préparation. Ouais, bah voilà, n'hésitez pas à poser vos questions là avant qu'on commence. Parce qu'après, c'est vrai que derrière, on va essayer d'enchaîner pendant 45 minutes, 1 heure, bah, les questions-réponses que vous avez pu poser depuis 2-3 jours. Et de manière à ce que derrière, après, voilà, si on a un peu de temps, on y répondra. Donc, Hugo Vincent, quelle préparation? Ok. Alors, bon, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, l'idée du live, là, pour ceux qui nous regardent, bon, comme pour l'autre d'avant, vous avez d'ailleurs bien apprécié le contenu. Donc, Mehdi, je te remercie encore une fois. Euh, Avec plaisir. L'idée, c'est que voilà, on a pu recenser une certaine quantité de questions. Pour la plupart, et alors il y en a beaucoup qui se rejoignaient, donc on n'a pas cherché à. On va éviter de faire des doublons. Donc, on en a recensé pour l'instant une dizaine. Voilà, on va essayer de donner notre avis, en tout cas, parce que c'est pas Mm. des réponses en soi, c'est simplement nos avis, nos ressentis. Est-ce qu'on sera sur le même avis ou pas avec Mehdi? Bah, on verra. Au contraire, ce sera pas plus mal des fois d'échanger là-dessus. Et derrière, bah, en fonction du temps qu'on va avoir, effectivement, soit on prendra le temps de répondre aux vôtres, soit ça nous permettra de rebondir sur autre chose. Mais clairement, comme on se l'est dit, voilà, là, il y en a une dizaine, et je pense que ça devrait faire l'affaire pour une, voire deux questions-réponses, parce qu'il y a quand même des choses assez larges. Donc, si on veut être précis, ça C'est va prendre clair. du temps. Donc, voilà, est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? Bah, écoute, on va commencer. Hein. Ouais. Donc, alors, la première question que j'ai pu retenir, les priorités de travail au mini-basket. Les priorités de travail. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, bon, euh, en plus, on a un peu parlé de ça la semaine dernière par rapport au- aux problématiques des jeunes vers la catégorie senior et donc les jeunes qui commençaient très tôt, cette notion de précocité, Mm. etc. Donc, les priorités de travail. Alors,
Je vais te laisser commencer, et puis après, en fonction de ce que tu diras, alors, en plus, en sachant que toi, tu n'es pas un expert, comme tu le disais, Non, de la non, de catégorie. catégorie très jeune. Voilà. Non, Donc, non, mais après, bon, je l'avais déjà un peu évoqué, moi, enfin, mon sentiment sur la dernière interview, c'est que, en tout cas, pour moi, très jeune, il faut mettre la notion de plaisir. Déjà, c'est là aussi où on commence à fédérer, on va dire, les tout jeunes à notre discipline. Donc, je pense qu'il faut un qui s'y retrouve. Donc, déjà, je pense que le plaisir, voilà, c'est le premier lieu. Et puis, la deuxième chose que j'avais évoquée aussi, c'était, bah, voilà, développer toutes les compétences de coordination, voilà, tout ce qui va être vraiment euh, très tôt voilà, à mettre en œuvre, la capacité des jeunes à pouvoir attraper une balle ou un objet, la capacité à se mouvoir dans l'espace, la capacité même à chuter, à sauter. Voilà, tout ça, tous ces points sont importants. Et puis c'est ce que je disais. C'est surtout leur poser des problèmes en fait. Je pense que très tôt, il faut être capable, parce que c'est comme ça qu'on s'adapte, c'est de réagir à un problème, ce qui ne veut pas dire que c'est complexe ou compliqué comme réponse, parce qu'il ne faut pas non plus les mettre dans l'échec, mais voilà, leur dire, bon bah voilà, il y a une solution, trouvez-la, et que par eux-mêmes, ils expérimentent tout un type bah, je sais pas, de déplacement ou quoi que ce soit, et du coup, ils vont commencer à améliorer, on va dire, et à connaître leur schéma moteur. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est primordial parce que c'est comme ça qu'on va développer un athlète au sens large. Voilà. Avant de développer un basketteur, moi, je pense qu'il faut d'abord développer un athlète. Voilà, parce que c'est important. Donc voilà, enfin, les premières pistes de réponse, moi, de mon côté. Je sais pas, toi, si tu as d'autres choses. non, mais, alors, si je dis pas de bêtises, en plus, on n'en a pas parlé, je crois que tu es parti aux Mm. États-Unis quelques temps, il y a quelques années. Ouais. Mm. C'est clairement un peu le modèle dans lequel ils sont, à savoir, dans un premier temps, former des athlètes, enfin, préparer des athlètes, et après, derrière, il y a une Ouais. spécificité qui entre en compte. Je suis tombé sur, enfin, ici, on a partagé un peu le programme un peu que la NBA transmet par rapport à ces catégories-là, enfin, les propositions, on va dire. Et c'est vrai que de base, il n'y a pas autant de précocité qu'on pourrait avoir ici, par exemple. Mm. Très jeunes, les coachs, entre guillemets, qui entraînent sont des parents à tour de rôle, pas professionnels. L'objectif, effectivement, c'est la notion de jeu, la notion de plaisir. Et c'est après, avec le temps, qu'on se rend compte que bah, ouais, ils commencent à rentrer dans bah, une récurrence plus importante de la pratique. Et puis, bah, forcément, après, du travail un peu plus technique. Quoique, c'est Mm. vrai que c'est quand même, on a quand même affaire à des grands athlètes aux États-Unis. Et si on prend en compte d'ailleurs leur système scolaire ou universitaire, si je dis pas de bêtises, ils doivent suivre deux disciplines. Ouais. Ouais, ouais. Déjà, enfin, dès tout jeune, ils sont poussés au multisport et puis après, arriver même à l'université, etc., quoi qu'il arrive, ils sont obligés d'avoir plusieurs pratiques. Donc après, il y en a une qui est toujours la dominante et qui doivent, enfin, dans laquelle, on va dire, ils sont semi-professionnels au final. Mais Mm, sinon, voilà, c'est vraiment poussé à la multidisciplinarité. Ouais. voilà. Donc pas pour ça, je vous invite à revoir le live de la semaine dernière hein, sur la page YouTube, où effectivement Mm. on en parle un petit peu de quoi mettre un peu dans les impératifs chez les jeunes. Effectivement, on avait bien insisté sur la notion de plaisir et de développement plutôt moteur et non pas rester spécifiquement sur des gestes basket. Ouais. Euh, Moi, je pense on peut retrouver, il y a plein de petits exercices ou enfin, voilà, d'ateliers qu'on peut mettre en place qui vont être proches du basket pour quand même développer quelques compétences transférables au basket, mais qu'il faut pas s'arrêter seulement et uniquement. Enfin, je pense qu'en tout cas, chez les tout petits, c'est se tromper que d'être tout de suite dans le travail de répétition, dans le travail de vraiment technicité pure. Parce que, un, ils vont grandir. Deux, comme j'ai dit, le schéma moteur, ils l'ont pas encore totalement maîtrisé. Et donc, du coup, on va leur apprendre un geste ultra spécifique. Donc, peut-être qu'ils seront très bons sur ce geste-là. Mais par contre, dès qu'on va sortir voilà, de cette voilà. technique, là, tout de suite, on va être en difficulté. Donc, voilà, c'est globalement, en tout cas, ce qui se fait aussi à l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut qu'on l'adapte aussi chez nous. Ouais, non, complètement. Ouais. Donc voilà pour la question du mini basket. Alors après, il y avait la question l'avenir du sport après le coronavirus. Bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que ça te dirait pas on essaie d'y répondre si on a le temps plutôt en fin Ouais, ouais, carrément. pour être un peu plus sur l'aspect basket, mais c'est vrai que bon, c'est une question qui est assez large et voilà Mm. et qui est intéressante dans la réflexion. Mais on y reviendra effectivement à la fin. Quelque chose qui te concerne peut-être plutôt toi, vu que tu as peut-être travaillé sur ça, la problématique du parent coach. Alors, Mm. sans dire que t'es parent, hein, mais Non, non. la notion de peut-être psychologie, tout ça, avec enfin, du parent vis-à-vis du reste du groupe,
en tant que Mm. parent d'un des joueurs et vis-à-vis de l'enfant. Mm. Des choses qu'il faut peut-être mettre en place ou les discussions qu'il doit avoir derrière pour justement éviter d'éventuels problèmes, que ce soit avec l'équipe ou avec l'enfant à la maison, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Après, enfin, c'est une question qui est complexe, même si, tu vois, dans certains sports, on voit, enfin, par exemple, le tennis, qui est un sport où c'est très présent. Les parents sont souvent les entraîneurs, en tout cas, Ouais. des athlètes. Enfin, je reprends, par exemple, les sœurs Williams avec leur père. Djokovic aussi, son père a longtemps été son entraîneur. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Nous, au basket, on le voit parce que, voilà, malheureusement, on n'a pas non plus assez d'entraîneurs bénévoles et ou entraîneurs certifiés pour entraîner les jeunes. Et donc, du coup, c'est souvent les parents qu'on met sur les jeunes catégories. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut être quelque chose dans la formation du joueur qui peut exister, qui peut être bénéfique, mais pas sur du long terme, même voire du moyen terme, ça peut être compliqué. Alors pourquoi les côtés bénéfiques, bien évidemment pour l'enfant lui-même, donc c'est son parent, il y a une certaine forme de confiance, de sérénité, puisque voilà, on reste dans un cadre qu'il connaît, donc ça peut être positif. Le côté aussi positif, c'est vis-à-vis des autres. Le fait quand même qu'il y ait un adulte qui est censé quand même être un éducateur, puisqu'il est déjà éducateur pour son enfant, donc il peut l'être aussi pour les autres. Donc ça, c'est aussi un point positif. Maintenant, il y a je vais pas dire que c'est des problèmes, mais c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Bien évidemment, c'est la place de l'enfant au sein du collectif, puisque quand on est parent, voilà, il faut essayer de rester objectif. Et ça, c'est pas simple. Je pense que c'est même quasi impossible, mais en tout cas, c'est être le plus objectif possible. Euh, et, euh, et pour ça, les parents doivent quand même, je pense, instaurer un cadre, des limites qui sont bien identifiées dès le début de l'année et qui permettront justement d'avoir cette certaine objectivité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se rapporter à ce cadre qui a été délimité en début d'année et se dire est-ce que je suis toujours dedans ou pas, quoi. Voilà. Si on l'établit pas bien, ça va souvent créer peut-être des quiproquos ou du moins en tout cas des points, voilà, des points qui vont être un peu litigieux vis-à-vis aussi des autres parents. Donc voilà, ça c'est le côté aussi un peu négatif. Ce que je disais aussi dans le suivi, pourquoi pas sur le moyen voire long terme, parce que je pense que justement on doit être capable de s'adapter et que si l'enfant a toujours été coaché par ses parents, ce qui va se passer, c'est qu'après, il va être attaché aussi à cette forme d'entraîneur. Et donc ça, c'est aussi valable au final pour un entraîneur qui va garder une génération pendant 5 6 ans. Le problème, c'est que le jour où ça change, comment on va s'adapter? Alors, je dis pas que c'est impossible de s'adapter, mais en tout cas, on n'entraîne pas au changement. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus pour l'évolution, notamment vers le haut niveau, où on sait que les coachs et les équipes changent quand même fréquemment. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire là, cette notion de changer de coach quand on arrive à haut Mm. niveau. Voilà. Et du coup, derrière, c'est vrai que si on n'habitue pas à ce genre de changement Mm. chez nos jeunes, comment ça se passe une fois arrivé au niveau senior, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on Exactement. prend rarement en compte. Et ce qu'on disait la semaine dernière par rapport à amener de la nouveauté, bien un nouveau entraîneur pendant la saison, amener des petites choses en Mm. plus, c'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent amener à faciliter cette adaptation, quoi. Ouais, clairement. Et puis, enfin, pour faire le tout petit parallèle par rapport à ça, mais c'est comme par exemple, voilà, quand on travaille par système ou dans des jeux très fermés, ok, on va devenir très bon sur ce système fermé pendant un an, mais si l'année prochaine on change de coach, on On repart part de à zéro. zéro et en fait on n'a pas appris grand-chose. Donc ouais, c'est attention à ça, quoi. Exactement. Et alors pour revenir aussi à la problématique du parent coach, c'est vrai que tu Mm. disais que voilà éviter comment dire le manque d'objectivité et des fois c'est même dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut penser aussi qu'il va y avoir un favoritisme ou à l'inverse pour compenser l'éventuel ressenti que les autres pourraient avoir, on va essayer d'être un peu encore plus dur avec son fils. Et ça c'est des choses qui sont à éviter. Et je pense effectivement il y a trois choses là-dedans à prendre en compte. C'est la communication déjà entre l'enfant et le père en dehors de la pratique pour vraiment que les Mm. choses soient clarifiées. Même si c'est pas forcément évident quand on a allez, j'ai envie de dire en termes d'âge, moins de 12 ans, ça me paraît compliqué pour l'enfant malgré tout d'être amené à faire la différence en tout cas, ou bien la faire. C'est ça. Mm. Et après vis-à-vis des autres parents aussi, je pense qu'il y a un ensemble de, enfin là c'est presque le rôle du club du coup, d'être amené à organiser ce genre d'échange
pour que les parents, à un moment donné, ressentent bien les choses. Des fois, ce qui se passe, c'est que voilà, il n'y a pas de coach, il faut mettre quelqu'un, il y a un des parents qui est d'accord, on le met, le premier match, il arrive, on ne sait pas comment ça se passe, et là, ça commence à parler. Il y a peut-être des choses à mettre avant aussi en place, et je pense que envoyer un papa ou une maman comme ça dans le grand match, même s'il y a une expérience, hein, c'est pas le problème, Bien sûr. ça peut créer des petites histoires. Et voilà, il suffit que ça parle un petit peu entre l'enfant et un autre parent à la maison et que le lendemain à l'entraînement, ça se repasse. Et c'est une saison qui peut partir un peu en live, quoi. Ouais, exactement. Non, non, mais là, je pense que le club, comme tu l'as dit, et puis les dirigeants ou la commission technique est garant un peu de ces points-là. Et tu vois, bah, Mm. c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place là pour notamment les années futures, voilà, de voir quels outils et comment on peut aider justement les parents et ou les jeunes entraîneurs bénévoles à évoluer dans le club et puis à les protéger aussi parce que mine de rien, des fois, il faut des ans et voilà, c'est compliqué. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai juste vu qu'il y avait une question, il me semble, en lien. Hugo Vincent, pourquoi Pourquoi changer changer? s'il Ah est oui. bon, le coach? Euh, voilà. Alors après, à haut niveau, je te dirais, enfin en tout cas sur les catégories seniors, etc., bah ça c'est aux dirigeants C'est ça. voilà, parce que c'est souvent eux qui changent, mais parce qu'il faut faire sauter des sièges ou en tout cas donner tort à quelqu'un et c'est souvent malheureusement le coach qui prend. Ouais. Après, sur ce que je disais, c'est pas forcément changer de coach, mais en tout cas sur les niveaux jeunes, c'est la capacité voilà, à s'adapter et donc voir de nouvelles choses. Parce que même si le coach est bon, il apporte une philosophie et c'est pas la seule qui existe et c'est peut-être biaiser les joueurs que de rester trop longtemps avec celle-là. Alors après, on n'a pas donné de notion de temps, hein. Moi, je pense un cycle, tu vois, 3 4 ans, allez, Ouais. 5 max, mais voilà, 10 ans, ça semble impossible. Ah, tu vois, même 5 ans, tu vois, Mm, je me pose la question de me dire, bah, mm, tu vois, je me dirais un cycle, si on prend par exemple la catégorie U17, enfin U18, 3 ans, mm, allez, enfin, ça me paraît presque largement suffisant, voire maximum 4 ans, parce que tu peux avoir mm. la passerelle avec les espoirs, par exemple, que ce soit Ouais, en garçon ou en fille. Mais c'est vrai que 5 ans, ça me paraît déjà presque. On est passé ouais, de l'autre côté presque de la trop. barrière, quoi. C'est même plus un Mm, cycle. Pour moi, on a passé un certain cadre entre le coach et l'entraîneur et le joueur et dans la manière de travailler. Enfin, il n'y a plus de surprise. Enfin, mm, tu vois, on parlait de plaisir. Soit le coach il est vraiment fort parce qu'il y a une remise en question perpétuelle. Effectivement, il arrive à surprendre encore et encore. Mais ouais, non, tu mm. vois, un cycle pour moi, ça serait 3 4 ans, tu vois, là, pour le coup. Ouais, 4 ans, clairement. mais, euh, mais ouais, non, pourquoi le changer bah, comme tu as dit, hein. Alors, est-ce que la durée d'un cycle est le même chez les garçons et chez les filles? Oui, clairement, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a même pas de vérité, parce que tu vois, là, on disait 3 4 5 ans, et il y a des coachs qui sont dans des clubs et qui gardent l'équipe depuis 5 6 7 ans avec des joueuses qui sont restées en groupe, et voilà, ça dépend de la relation qu'il y a entre les personnes. Mm. Mais globalement, si on doit parler des jeunes, bah, t'imagines avoir une génération, enfin, un cycle de 5 ans, c'est-à-dire que c'est de U15 première année à U18. Le joueur, pendant 2 catégories complètes, il n'a pas vu d'autre manière de faire. Ouais, bien sûr. C'est. Non, mais ça c'est clair. Et puis après, enfin, c'est juste même chose. Les filles, elles sont la seule petite différence, c'est que certainement les filles et encore quoique, hein, ce que je dis, je le mets avec des grandes guillemets, mais elles ont oui ce sentiment d'attachement, de sécurité peut-être un peu plus prononcé quand on est dans les âges un peu adolescents. Mais encore une fois, je pense que, enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. On obtient aussi ce que l'on pense. Donc à un moment, si on pense comme ça, forcément on va aussi pousser les filles voilà, à croire dans ces croyances-là. Or, voilà, j'en suis pas persuadé. Elles sont largement capables de s'adapter comme les gars et que voilà, je pense que c'est une bonne chose. Alors, pour répondre très rapidement, parce que je voyais aussi la question, la vie d'Onadieu sur à Nanterre et puis Jackson, Jordan, etc. Mais ce que j'ai dit juste avant, en tout cas, ben là on est au niveau pro. Oh, ouais. À Nanterre, déjà les joueurs changent, donc eux ils n'ont pas toujours le même coach. Lui, il reste voilà pour d'autres raisons et en plus il y a de la réussite, donc forcément ça marche. Et puis la relation Jackson-Jordan, bah voilà, on est sur une relation qui marche et quand ça marche, pourquoi changer? En tout cas sur des niveaux professionnels. Là on parle de quand même 6 titres. On parle du meilleur joueur du monde qui a accepté de se faire coacher par Phil Jackson. Voilà, là, il y a peu de raisons de changer. Maintenant, c'est vraiment dans le souci de formation à amener au niveau. Voilà, je pense que pour les jeunes, c'est bénéfique. Après, je dis pas que il n'y a pas d'exception et que, etc. Ça, voilà. C'est ça.
La formation en Serbie. Bon, de la même Là, c'est manière, pour toi. ouais, je propose de répondre à deux, trois questions avant, éventuellement. Là, ça fait 20 minutes, donc on est dans les temps. Et Vas-y. puis on en parlera un petit peu après. Alors, quoi faire ou ne pas faire pour devenir joueur de haut niveau? C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois la même question, et du coup, je réunis les deux, on va dire. Là aussi, on en a un peu parlé la semaine dernière, les choses qu'il faut absolument veiller, enfin absolument les priorités, on va dire. Je pense que à ne pas faire, c'est ne pas se disperser. C'est-à-dire que pareil, dans le travail des fondamentaux, dans le travail technique, dans le travail, on va dire plus de manière individuelle, voilà, c'est pas se disperser, c'est pas vouloir tout maîtriser. J'avais une discussion avec un coach aujourd'hui par rapport à de l'entraînement individuel, par exemple, que ce coach-là devait mettre en place. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que ce travail individuel-là, il a été mis en place à la volonté du coach, même du joueur, hein, c'est pas le problème, mais sur des envies de travail de la part du coach, par exemple, ou c'est le joueur qui en a eu besoin. Et pour revenir à cette question-là, je pense que à ne pas faire, c'est en tant qu'entraîneur, c'est surtout ne pas imposer uniquement sa vision du travail. C'est-à-dire que tiens, à l'entraînement ou en match, on voit qu'il a cette problématique-là, on va la travailler. Peut-être que le joueur, il a tout simplement envie de travailler ses points forts ou améliorer encore plus ses points forts. On parlait des joueurs qui sont reconnus pour une, deux, trois compétences. Peut-être qu'il faut recentrer un peu plus les choses sur ces compétences-là et moins sur la globalité, le panel complet des fondamentaux au basket. Voilà, donc, Ouais, si, voilà. si, moi je suis entièrement d'accord. Enfin, pareil, là, on fait les entretiens avec le centre de formation des U18, donc on fait un bilan, etc. Et c'est ce qu'on disait à une joueuse notamment, voilà, qui est très très forte au shoot, qui a voilà, développé cette compétence-là, et qui à un moment, pour essayer de pouvoir sortir un peu sur des postes extérieurs, a voulu travailler son drive. Donc ça, c'était une volonté de sa part. Et c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Par contre, il faut pas oublier son point fort. Parce que quand elle a mis du temps à travailler là-dessus, forcément, sa capacité ou sa compétence à prendre et à être à droite a diminué, puisqu'on n'est plus dans l'idée de, voilà, de shooter au moment où j'ai la balle, etc. Et on lui a dit, attention, voilà, il y a pas de souci, mais attention, parce que quand tu vas travailler tes points faibles, forcément, tu vas aussi diminuer tes points forts sur l'instant. Donc il faut toujours penser à voilà, trouver cet équilibre entre les deux. Et comme on l'a dit, là j'en reste persuadé, le haut niveau, il y a des profils de joueurs qui sont moyens, bons dans tout. Ça existe, mais la majorité, on constate quand même que c'est quand même sur trois quatre points forts que ça se joue, quoi. Voilà, donc en avoir conscience en tout cas. Ouais, et ce que tu dis là, c'est intéressant là, la vigilance malgré tout à apporter au joueur ou à la joueuse quant à sa volonté de vouloir améliorer tel ou tel point, qu'il soit fort ou faible d'ailleurs. C'est-à-dire d'avoir le pendant d'un autre côté. C'est-à-dire de dire, ok, très bien, par contre, pourquoi déjà? Pourquoi tu vas améliorer ça? Le plaisir de vouloir juste ressortir, le plaisir d'être un peu plus proche du cercle, le plaisir de marquer un peu plus. Voilà, vraiment l'amener à réfléchir sur la finalité de l'objectif en fait. Pas simplement, Exactement. aujourd'hui je fais ça, j'aimerais bien faire ça en plus. D'accord, mais comme tu dis, attention parce que derrière, il peut y avoir ça comme incident, on va dire. Et à l'inverse, hein, ça peut être Exactement. aussi ultra bénéfique et voilà. Alors, les joueurs polyvalents, n'est-ce pas plus dur de percer? J'ai envie d'utiliser un exemple. Papsi, qui aujourd'hui, je crois, va toujours à Strasbourg, qui était parti à Atlanta en NBA ça doit faire maintenant 6-8 ans, peut-être, je ne sais plus, qui est un joueur très bon, très polyvalent, qui savait quasiment tout faire sur le poste extérieur, monter la balle, jeter. Mais le problème, c'est qu'il n'avait aucune spécificité. C'est-à-dire que c'était, voilà, côté athlétique, voilà, mais au final, alors on part quand même de joueurs d'un haut niveau finalement à la fin, hein, mais tu n'avais pas de réel atout. Voilà, c'était pas le gros scoreur, c'était pas le grand passeur, c'était pas le grand créateur. Voilà, c'est pas un Evan Fournier où lui, depuis qu'il est tout petit, c'est une machine à scorer. Il est sur le terrain, il faut qu'il score. S'il score pas, il sert à rien. Voilà. Alors, il défend en plus, mais s'il score pas, son atout premier, c'est vraiment de scorer. Il est là pour ça. Donc, les joueurs polyvalents, il faut leur donner un rôle à ces joueurs polyvalents. Un rôle où ils sont mieux, malgré tout. En fait, la finalité, elle va être toujours là en tant que coach. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que les joueurs, en fait, là, j'avais eu un entretien intéressant avec Nicolas De Jong. Enfin, c'était un projet qui avait été proposé par l'URB. D'ailleurs, je remercie Bastien Demeuré au passage qui m'avait convié à ce petit entretien.
Et c'est vrai qu'on avait posé cette question-là et il l'expliquait. Donc lui qui est plutôt réputé pour être un shooter, en tout cas voilà, en Pro A, dans la Jeep Elite. Et il disait que lui, en tant que jeune, c'est ce qu'il s'est dit, les minutes qu'on lui a données, bah lui, il les a saisies, mais pour mettre en avant ses points forts. Et lui qui était l'adresse extérieure. Et donc Ouais. on lui disait de défendre et de juste, en gros, permettre aux joueurs majeurs de se reposer. Mais lui, c'était son avis et moi, ça m'a aussi poussé à la réflexion de se dire, oui, ok, donc là, on va servir à l'équipe en tant que jeune joueur. Par contre, quelle est la place que je vais me faire au sein de la ligue? Bah, c'est vrai qu'au final, ce schéma-là, il pousse à réflexion dans le sens où si jamais lui, il sait qu'il a la conviction que son point fort, c'est le tir extérieur, on le fait venir aussi pour son tir extérieur, bah, dans ce cas-là, je ne dois pas juste défendre et pas prendre de tir sous prétexte que je sois le jeune. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, ça rejoint un peu cette question-là, de vraiment identifier ses points forts. Et une fois qu'on les a identifiés, ces points forts, bah, être en mesure aussi de le montrer, quoi. Parce que c'est aussi ça qui nous mènera vers le haut niveau. Voilà, il y en a plein de jeunes qui sont capables de juste défendre et puis, on va dire, faire reposer les vieux. Mais maintenant, si eux veulent devenir les joueurs majeurs derrière, bah, il faut bien faire sa place. C'est exactement ça. Et il y a une autre donnée aussi qu'il y a à prendre en compte, c'est que malgré tout, en termes de pédagogie, avoir un entraîneur qui parle des points forts du joueur, c'est très valorisant. C'est Mm. très valorisant. Il y a cette donnée-là aussi qu'il y a à prendre en compte. C'est bien de vouloir améliorer les points faibles, mais le joueur, à un moment donné, à quel moment il se rend compte que, bah, tiens, c'est vrai que je sais faire ça, je sais faire ça. Et l'aspect confiance. Là aussi, je me rapproche un peu de ce qui se passe, enfin, de la manière de faire aux États-Unis. Bah, voilà, alors, est-ce que c'est trop ou pas, c'est une discussion. Mais voilà, être dans la récompense du panier marqué, où ça applaudit, où ça, voilà, être dans la valorisation du joueur qui a vraiment une qualité, il excelle là-dedans et on ne sait même pas ce qu'il sait faire d'autre au final. Mm. Bah, ouais, on voit les joueurs derrière quand ils parlent en conférence ou autre chose, quand ils deviennent professionnels, même quand ils viennent jouer en France d'ailleurs ou en Europe, on sent une confiance en eux. Enfin, Ah ouais. voilà, c'est d'ailleurs les Américains. Mais quand on écoute Evan Fournier parler de la formation justement suite à la Coupe du Monde, où il parle d'ambition, où il parle de confiance, effectivement, il y a 3-4 ans, on disait d'Evan Fournier que c'est un prétentieux, etc. Aujourd'hui, c'est le leader que l'équipe de France a besoin. L'équipe de France Mm. pour le reste de la formation en jeune. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, d'un point de vue psychologique, de mettre en avant plus les points forts que les points faibles, malgré tout, quoi. Mm. Donc, Ouais. Après, bah, il y aura forcément des joueurs polyvalents, hein. Encore une fois, oui, c'est pas une vérité. voilà, c'est pas du tout une vérité. Alors, quoi faire pour... Alors là, je l'ai mise parce que j'en ai eu deux, hein. Une pour entraîneur et une pour arbitre. Quoi faire pour devenir arbitre et entraîneur, enfin, séparément, de haut niveau. Mm. De haut Bah, niveau. là aussi, hein, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette. Déjà, bah, après, compliqué de s'exprimer, parce que, en tout cas, nous-mêmes, nous ne sommes pas On entraîneurs n'est pas. de haut niveau, de bon niveau, mais pas de haut niveau. Mais voilà, quand on suit un peu les parcours et qu'on s'intéresse au parcours, on voit qu'il n'y a absolument pas de vérité. Voilà, il y en a qui ont commencé très jeunes, qui ont évolué très jeunes. À l'inverse, il y en a qui sont arrivés plutôt sur le tard, avec des philosophies dures. Après, moi, je pense que, enfin, je l'ai vu là rapidement d'un arbitre qui évolue, là, Brice Pédo. C'est sûr que le travail, ça reste une chose, voilà, indéniable. C'est ce qui nous permet, je pense que vous l'avez tous vu aussi dans The Last Dance, là, voilà, c'est ce qui permet en tout cas Ah, de pas compter juste sur des coups de chance. Voilà, ça sérénise tout le process. Après, évidemment, le réseau, ça c'est aussi une chose indéniable. Et ça, pour créer du réseau, bah, c'est saisir les opportunités, c'est se donner les moyens à un moment bah, voilà, de faire un peu plus, d'aller voir des choses, bah, d'ouvrir un peu son état d'esprit. Ça, c'est sûr que ça aide aussi. Et puis voilà, après, je pense qu'il y a aussi des convictions à avoir. Voilà, avoir une certaine personnalité. Et quand je dis personnalité, ça veut pas dire avoir une personnalité forte au sens propre, voilà, mais c'est voilà, être quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'avancer, qui sait s'entourer, parce que ça aussi c'est important, et puis qui va de l'avant, quoi. Il faut être optimiste. Il y a toujours des échecs euh, partout, euh, et il faut pas s'arrêter au premier échec, quoi. Voilà. Il y a un moment où ça sera pas passé comme dans nos plans, mais pour autant, si on continue, on travaillera deux fois plus peut-être, et puis c'est ce qui nous permettra d'y accéder, quoi. c'est ça.
Ça, et effectivement, la base, de toute façon, dans tous les cas, hein, que ce soit arbitre, joueur, même si, bon, arbitre, on en parle, on en sait encore un peu moins, mais effectivement, la notion de travail, dans tous les cas, sport ou pas sport d'ailleurs, ça reste indiscutable, quoi. C'est un point indiscutable et voilà, il n'y a pas de secret. Maintenant, voilà, effectivement, tu l'as dit, il y a des choses qui le permettent, ou en tout cas, ouais, je pense que le réseau fait partie intégrante de réussir ou pas. Alors, je me souviens, il y a 3-4 ans, là, 4 ans, quand j'avais passé le CQP, il y avait une manière un peu de travailler ce réseau en le recensant, etc. Et alors, c'est intéressant d'en parler, mais personnellement, j'aime pas cette notion parce que ça enlève un côté un peu honnête, je trouve. Y penser et se dire que voilà, c'est important de savoir s'entourer, de veiller à l'autre, avoir de la bienveillance, c'est une chose. Mais être uniquement dans l'intérêt, c'est-à-dire que je vais parler avec cette personne-là pour ça, pour moi, j'y crois pas. Ou en tout cas, ça va être, oui, on peut peut-être réussir, c'est pas réussir, mais on va peut-être pouvoir briller un court instant, quelques saisons, mais sur le long terme, à un moment donné, on fait quand même du sport, il y a des notions, des relations entre des hommes, enfin des hommes, des femmes, peu importe. Et à mon avis, effectivement, c'est une fibre. C'est-à-dire qu'il y a les entraîneurs, il y a les entraîneurs. Enfin, un entraîneur professionnel, on peut aussi le considérer comme un éducateur. Et à l'inverse, il y a des entraîneurs de jeunes, on ne peut pas les bien considérer sûr. comme des éducateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une fibre à avoir malgré tout. Après, on l'a pas, elle s'améliore pas, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense que le réseau, être capable de bien s'entourer, avoir confiance, parce qu'on va nous donner la chance à un moment donné, c'est ça en fait. Être capable de recevoir des chances, des opportunités. Après, d'ailleurs, les saisir, avoir travaillé pour pouvoir, entre guillemets, durer, se faire la main. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui parle. Hein. C'est Bien plus on sûr. reste sur un certain niveau, voilà, plus on se fait la main, plus on expérimente, plus on apprend. Et on n'apprend pas quand on gagne. C'est Non, la non. phrase bateau, mais je pense que là-dessus, tu vas pouvoir aller dans le sens, mais je préfère aujourd'hui, alors, en faisant tout pour gagner, mais à la fin, on sait qu'on aura plus que perdu. On aura plus perdu que gagné. Et les personnes qui savent le plus, c'est ceux qui perdent. Quand on voit encore une fois de Last Dance, où est-ce qu'il a commencé Phil Jackson, en tant que coach, je veux dire, c'est pas, enfin, c'est créé en vérité au final. C'est waouh, le mec il est là, il n'y a rien. Le mec, Ah, bien sûr. et finalement, il se retrouve à gérer des hommes, peut-être Avec des égos en plus vraiment très très forts. Mais c'est enfin, ça. moi j'ai bien aimé aussi parce que enfin là je lis son bouquin, je suis bientôt à la fin aussi, mais quand on voit la personnalité, voilà, par exemple lui typiquement c'est pas une personnalité forte au sens comme on l'imagine, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui met du poing sur la table, Extravagante. qui va voilà, qui non, lui il passe par d'autres aspects, justement la place de l'équipe et ça c'est hyper important. Donc voilà, enfin je pense qu'en tout cas il n'y a pas de personnalité, enfin, c'était Non. juste pour reprendre ce que je disais, il n'y a pas de personnalité type pour être entraîneur. Voilà. Toute personnalité peut avoir des avantages et des inconvénients. Et c'est là où aussi je disais savoir s'entourer, c'est des fois avoir un assistant ou des personnes qui vont nous aider sur des points où on est moins Mais bon, c'est voilà, ça. tout simplement. Donc ça, c'est important. Et puis pour le réseau, pour revenir sur ce que tu disais, je suis entièrement d'accord. En fait, le réseau, la seule chose où il est important, c'est pour ouvrir des portes. Après, pour rester et évoluer, ça reste tes compétences et ce que tu auras développé. Voilà. Mais sans réseau, c'est quand même compliqué de s'ouvrir ces portes-là. Voilà, ça, c'est, si ce n'est avoir une équipe et la faire évoluer d'année en année et de montrer qu'en partant de zéro, on a réussi à construire quelque chose. Mais voilà, c'est plus compliqué quand même. C'est ça. Alors, point technique. Comment améliorer son tir? Donc, Mmh. sous-entendu, les choses importantes dans le tir. Alors, la question qu'on m'avait posée, c'était quelque chose du genre, alors attends, euh, est-ce qu'il est vraiment important d'aligner pied, coude, genou? Tu réponds en premier ou... Alors, moi, ok, mon avis là-dessus, pour moi, autant il y a plusieurs années, j'étais un grand fervent de cette précision du geste, etc. Autant depuis maintenant 2-3 ans, ouais. Ouais, 3 ans réellement, j'ai commencé à penser, mais depuis que je suis ici à Belgrade, je me rends compte que, en fait, il y a d'autres priorités et que c'est certainement pas la priorité, en tout cas quand on parle d'alignement. D'une, parce que le corps humain, d'un point de vue physiologique, l'alignement, il n'existe quasiment pas, ou alors il n'est pas naturel. Surtout quand on pratique une discipline en mouvement, avec beaucoup de mouvements. Donc amener que de l'alignement, finalement, on va le retrouver que très peu,
Ou alors, ouais, lancer franc, éventuellement, un tir qui n'est pas un tir normal, c'est un tir à part. Aujourd'hui, pour moi, le bon tir, c'est effectivement avoir une sensation, enfin, une bonne sensation, donc un certain équilibre. Donc, ça parle des appuis. Une sensation au niveau des mains, donc c'est savoir jouer avec sa balle. Donc là, on parle presque de dextérité au final. Avant même de parler de tir, on va parler de dextérité. Pour moi, sans parler de dribble, hein, mais vraiment être à l'aise avec un objet, ne pas être manchot. Ouais. Clairement, aujourd'hui, je pense que ça fait partie intégrante d'un joueur qui est capable d'être adroit. Et il y a un aspect aussi dans l'aspect psychologique, une confiance. C'est-à-dire ne pas se dire les seuls tirs que je vais prendre, c'est ceux-là. Être capable de se dire dans toutes les situations, je vais être capable de prendre des tirs. Et donc, la relation avec l'entraîneur, c'est la mise en place de situations que le joueur va pouvoir retrouver en match. C'est-à-dire que les situations de tir, aller 10 séries de tir, 10 séries de 10 à entraînement en mode récupération, autant faire autre chose que faire du tir au final, parce que c'est des choses clairement qui n'apportent rien, quoi. Ouais, bien sûr. Elles sont tellement loin de la réalité du terrain et de la situation de match que le joueur n'arrivera jamais à se les retrouver, ne développera jamais de confiance et voilà, ça sera que d'aléatoire, quoi. Donc, ouais, là je voyais, enfin moi je te rejoins, ce que je rajouterais, ce que je voyais aussi là, Hugo qui disait plus on s'entraîne, plus on sera à droite, tirer encore et encore. Il y a une phrase, pour le coup, je reprends aussi Michael Jordan, mais voilà, lui il disait que si t'as pas la mécanique, tous les tirs que tu auras fait, ce seront des tirs qui ne t'auront pas permis d'avancer en fait, parce que tu restes pas avec une bonne mécanique. Maintenant, la bonne mécanique, est-ce que c'est être aligné? Non, je pense pas, comme tu l'as dit, par rapport au point physiologique et anatomique. On peut pas demander, il y en a certains, c'est impossible pour eux d'aligner le bras. Voilà. Maintenant, je pense que le point le plus important, c'est surtout la stabilité du tir. Voilà. C'est être capable de reproduire un même tir qui est stable. À partir de là, et ça pour le retrouver, comme tu l'as dit, c'est les équilibres, c'est l'appui, c'est le gainage, hein, qu'on oublie souvent, mais être réellement gainé, et avoir un tir qui est vraiment identique d'un tir à l'autre. Exactement. Et si à partir de là, on a ce tir, enfin, je trouve le plus parlant, c'est si vous regardez le tir de Ray Allen, c'est exactement le même tir tout le temps. Mais tout le temps. Voilà, droit. Et il ne savait pas faire de tir. Alors lui, en plus, il sautait pied simultané en pliométrique. Là, il était obligé de faire un rebond. Voilà. Mais s'il ne faisait pas ce tir-là, il n'était pas à droit parce que c'était son tir. Donc ça, faut aussi être capable de le voir. Et je pense que voilà, ça, c'est un peu la clé pour être à droit. Une fois qu'on a cette mécanique stable, à partir de là, oui, on peut répéter encore et encore, et c'est important. Maintenant, toujours aussi penser à mettre de l'opposition, parce que comme tu l'as dit, c'est pas du tout la même chose que de prendre un tir les pieds au sol tranquillement. Là, on est tous globalement à droit. Mais dès qu'on met quelqu'un qui court sur vous et qui saute et qu'il faut tirer, c'est pas pareil. Après un dribble en sautant, après step back, c'est pas pareil. Enfin bref, voilà, c'est important. Pour faire le lien avec la question sur les priorités de travail au mini-basket, la notion justement d'équilibre, quand est-ce qu'elle est réellement travaillée? Ça veut dire que la notion de courir, s'arrêter et être équilibré, juste ça. Sans parler de tir derrière, juste ça. C'est le genre de travail presque psychomoteur qu'il faut être capable de faire. Alors en plus, ça va amener, tu parlais de gainage, mais ça va amener un travail de la ceinture abdominale naturelle, parce que effectivement, le joueur va devoir courir, s'arrêter, rechanger de direction. Mais si le joueur sait s'arrêter et être équilibré, ça sera pas compliqué derrière de lui ajouter un ballon, de ramener un petit travail de bras, et puis derrière, voilà, effectivement, travailler sur cette mécanique de tir comme on la connaît. Donc, et puis après, pour rejoindre, excuse-moi de te couper, mais pour rejoindre, il faut aussi savoir d'où vient la force du joueur en termes. La force du joueur et vraiment en termes où est-ce qu'il puise les énergies pour trouver la force pour tirer. Parce qu'il y en a, ça vient des jambes, mais il y en a, ils sont pas assez musclés aussi des jambes pour être capables à chaque fois de pousser réellement avec les jambes. Il y en a, ils ont une force dans le poignet qui est énorme. Donc en fait, eux, ils sont juste sur l'ajustement à la fin et être capables de tirer quasiment bras tendus, ils sont capables de tirer. Enfin voilà, donc ça aussi, c'est important de connaître et de voir où est-ce qu'on est à l'aise, comment on est à l'aise pour tirer. Et là, je voyais quelqu'un qui reprenait le terme du gainage. Le gainage, il est important pour retrouver cette stabilité, en fait. Voilà. C'est là où il est très important. C'est-à-dire que si je saute, que ce soit sur le côté, droit, en arrière, etc., si je suis vraiment gainé, je vais pouvoir retrouver, au final, la gestuelle et utiliser la force, qu'elle vienne des jambes, des bras ou du poignet, je vais pouvoir la retrouver. Et c'est ça qui est important. Après,
Si quelqu'un est fort au niveau des jambes et que on lui demande de tirer de cette manière-là, on peut pas demander à quelqu'un qui est fort au niveau des bras d'utiliser forcément ses jambes là où il est peut-être plus faible. Enfin, pour C'est moi, en ça. tout cas, là, on va Bah, chanter le système là. c'est ça. Bah, on est dans ce qu'on disait au départ, c'est à un moment donné, on se concentre sur ce que nous, on pense savoir et pas sur ce que le joueur est capable de faire d'ores et déjà. Et puis donc, du coup, bah, adapter les choses, quoi. Donc, Ouais. ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre peut-être même de la confiance parce qu'il ne voit pas forcément de résultat ou de l'intérêt. Donc, effectivement, autant, encore une fois, faire avec ce que le joueur sait faire, quoi, tout simplement. Mm. Donc, effectivement, la question du tir, voilà. Après, par rapport c'était Andy Jens, je ne sais pas si tu suis un petit peu sur Facebook ce qu'il fait. Non. Très intéressant à chaque fois tous ses posts. Donc, si jamais il regarde ou il va regarder, tant mieux. Il a posté une phrase en disant on marche pendant des heures chaque jour. Enfin, pendant notre vie, on passe notre temps à marcher. Pourtant, est-ce qu'on est des bons marcheurs à la fin, le jour où on doit participer à une compétition, par exemple, tu vois. Voilà. Pourtant, on marche, mais Mm. la bonne mécanique, le bon geste, etc., on n'a pas. Donc, effectivement, faire de la répétition, c'est pas toujours, voire même très souvent, c'est rarement la clé. Si on n'a pas maîtrisé la bonne mécanique derrière qui nous permet justement d'exceller, quoi. Mm. Donc, j'aimais bien cet exemple, le fait de marcher, puisqu'on marche normalement tous, à peu près, sauf si problème. Ouais. Alors, dans la même idée, l'importance ou non d'avoir un bon dribble. Euh, pour moi, là, il y a un facteur à prendre en compte, c'est les contextes de dribble, justement. À quel moment on va avoir besoin de dribble, à quel moment on va pas en avoir besoin. Globalement, on va pouvoir reprendre la situation de ballon gagné et traverser du terrain, donc la contre-attaque. Euh, le moment du drive, plutôt des extérieurs, et éventuellement le dribble intérieur. Après, Mm. j'ai envie de dire, effectivement, il y a une spécificité, c'est plutôt le meneur de jeu qui, lui, est censé être garant de la bonne, du ballon, de la protection du ballon, où là, effectivement, il y a peut-être une aisance plus importante, plus poussée avec le ballon par rapport aux autres joueurs. Si on enlève ce poste-là, meneur de jeu, effectivement, je pense que un bon dribble, c'est-à-dire comme on pourrait l'imaginer un peu avec l'école, enfin avec le warm-up de Stephen Curry par exemple, pourquoi pas, mais pour moi, ça n'a pas une réelle, une réelle importance. C'est-à-dire que l'amener pendant l'entraînement chez les jeunes pour développer certaines habilités, se sentir à l'aise avec le ballon, peut-être un peu plus de confiance, etc. Ok. Mais derrière, pour moi, sans parler de spécificité, c'est être capable de donner le dribble que le joueur va avoir besoin de faire pour s'exprimer pendant le match. Un joueur qui mesure 1m95, 2 mètres, qui sait à peine faire deux dribbles enchaînés dans le dos, par exemple, bah, il n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de le mettre en difficulté avec ce problème-là. Peut-être que lui, il a simplement besoin, si c'est un extérieur, d'être capable d'avoir un premier dribble et un premier départ, donc sans faire de marché, etc., avec un ballon protégé, et qui lui permet d'arriver le plus vite possible proche du cercle. Et éventuellement, un changement de direction si ça vient aider ou pas. Et pour moi, derrière, c'est tout. Donc finalement, c'est un joueur qui doit savoir faire d'un côté et de l'autre 4 à 6 dribbles, quoi. Spécifique, je veux dire. Mm. Donc, mon avis sur la question du dribble, effectivement, pour moi, euh, en faire, oui, pour cet aspect sensation, confiance, etc. Mais de la répétition, comme on pourrait le penser par rapport au tir, pour moi, c'est la même chose. Spécifiquement, à part un poste de jeu, il n'y a pas de réelle importance, j'ai envie de dire. Ouais, moi je te rejoins. Enfin, le point le plus important, c'est surtout être à l'aise avec la balle. Voilà. Ça, il faut. On a un objet avec lequel on doit se déplacer. Le dribble est l'arme suprême du basketteur, parce que sans celui-ci, on peut pas se déplacer. Donc déjà, apprendre aux joueurs à savoir quand l'utiliser, c'est déjà hyper important, et voire peut-être plus important. Derrière, la partie, on va dire vraiment, ouais, comme tu dis. Alors après, là, c'est vraiment les skills dribble, là où tu es en train de dribbler sur place pendant. Alors oui, c'est utile, et c'est utile dans le sens où on est dans vraiment la capacité à être à l'aise avec le ballon, de développer les sensations avec le ballon. Mais en soi, c'est pas, comme tu le dis, le dribble qui sert réellement en conditions de match. Donc c'est vrai qu'il faut en tout cas le mêler avec des situations réelles de changement de direction, changement de main, etc. De voir les étapes aussi, parce qu'il y en a qui bah, voilà, sont bloqués à une certaine étape et ça sert à rien d'aller trop vite, trop loin. Ouais. Chacun son niveau. Et puis comme tu le dis, après, en tout cas, quand on arrive vers les niveaux seniors, à un moment, il y a des spécificités de jeu et je pense que les intérieurs ont plus lieu d'avoir des dribbles près du panier, forts, etc., plutôt que d'être en train de faire des dribbles entre les jambes, reverse au niveau des 3 points pour attaquer, quoi. Voilà. Après, ça, c'est du bon sens, mais c'est vrai que c'est important. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire du tout non plus. Non, bah, Il faut juste trouver la dose. voilà, c'est ça.
des fois des entraînements uniquement orientés là-dessus, je veux dire. C'est vraiment, bien sûr, on parle pas de tous les jours. De toute façon, au basket, quand on arrive à l'entraînement, on commence par dribbler, on commence par faire ses shoots. Donc, effectivement, il faut avoir une certaine de bonnes sensations avec le ballon. Il ne faut pas être un inconnu avec le ballon. Mais en termes de priorité de travail, euh, comme tu dis, un intérieur dans le match, il va faire combien de dribbles, quoi. Et s'il en fait aller 60, 50, même pas, ça serait déjà énorme. Entre le poster, ressortir, peut-être attaquer un ou deux dribbles en tête de raquette. Voilà, c'est assez limité. Et intérieur, mais finalement, tu prends les extérieurs aussi. Nous-mêmes, les coachs, on est les premiers à dire à nos extérieurs de recevoir, d'être capable de peut-être tirer ou de driver ou de donner, de ne pas jouer la balle sur des dribbles sur place qui ne servent à rien. Donc au final, il n'y a pas de réelle importance. Après, attention à ne pas négliger. Un mec qui n'a jamais dribblé de sa vie et qui pense qu'il va pouvoir jouer à haut niveau parce qu'il a un super bon shoot et uniquement un bon shoot, quoique. Quoique, ouais. Alors, comment gérer un joueur trop fort pour son niveau? Alors, là, je te laisse tu me laisses la main. Du coup, un joueur trop fort. Bon, déjà, le premier point, c'est s'il est trop fort, pourquoi il est à ce niveau-là? Ça, il faut aussi se le poser. Déjà, c'est essayer, et ça, c'est important, et c'est aussi le gage des entraîneurs et notamment des salariés de club, etc. Là, il y a un petit message, mais voilà, d'inscrire vraiment les équipes au niveau qui permettent au maximum de trouver ce juste milieu entre assez compliqué pour évoluer et pas trop dur pour justement être dans la frustration, etc. Donc ça, déjà, c'est aussi à l'échelle de l'équipe. Donc s'il y a un joueur qui est trop fort, à ce moment-là, il faut aussi essayer de voir comment le mettre à son niveau en termes de difficulté. Déjà, pourquoi pas le mettre sur une catégorie au-dessus sur certains matchs, ou du moins, ou même des entraînements, pour qu'il se rende compte aussi que c'est pas le plus fort, qu'il y a toujours plus fort que soi à certains niveaux. Donc voilà, c'est pour le pousser à se remettre en question. C'est peut-être aussi adapter lors des entraînements des fois des règles peut-être pour lui, se dire bon voilà, tu as bien conscience, et là faut être au clair, hein, voilà, tu as bien conscience que là-dessus tu es peut-être plus avancé que les autres, mais ça veut pas dire que ça s'arrête là pour toi. Donc voilà, hop, on met un petit niveau de difficulté supplémentaire pour lui lors des exercices, mais tout en l'expliquant et en l'apportant. Et bien évidemment trouver l'équilibre aussi, pas toujours le mettre en difficulté, parce qu'il faut aussi qu'il confirme ses points forts, etc. Donc ça, c'est important. Et puis après, forcément, la gestion de l'ego, comme je le disais, c'est que si jamais on est obligé de le garder dans son équipe et qu'il est vraiment au-dessus, c'est trouver les mots et les moyens de le remettre, entre guillemets, à sa place, en disant que, ok, peut-être qu'au basket, il est meilleur, mais humainement, etc., ça ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres ou qu'il est au-dessus des autres. Et donc ça, il faut toujours le ressentir aussi au niveau du groupe, voilà, de toujours remettre à sa place. Après, c'est pas pour autant qu'il faut le casser, etc. Justement, il faut s'en servir, hein, mais il faut trouver des moyens pour qu'humainement, il reste à sa place et surtout qu'il se remette en question. Parce que la pire des choses pour un jeune, c'est d'arrêter de se remettre en question. Et à partir de là, il évoluera plus. Donc voilà, donc c'est important, en tout cas à mon sens. Complètement. Alors, tu vois, là, je veux rebondir sur ce que disait Hugo Vincent par rapport à sa question. Pourquoi toujours le surclasser? Pourquoi ne pas dominer dans ces catégories? Alors, c'est parfait. Ça va permettre en plus de faire la transition avec ce qui se fait en Serbie. En Serbie, par exemple, en termes de formation, cette année, on a eu le cas. On avait un jeune qui était très, très, très fort, qui voulait venir en fin de saison dernière pour cette saison. Et finalement, il n'a pas été pris. Il n'a pas intégré l'équipe. Donc, je ne me pose pas la question. Et puis, dans la saison, je me rends compte qu'on joue contre lui. Et je demande au coach, mais pourquoi tu ne l'as pas pris, quoi? Pourquoi? Et là, il me dit, écoute, ouais, effectivement, le prendre et puis le faire s'entraîner avec nos U17, par exemple, ok, c'est une bonne chose. Mais derrière, pour jouer, j'avais pas de place pour le faire jouer en match. Je lui dis, comment ça? Il me dit, regarde, j'ai déjà 3 joueurs à qui il faut que je donne un maximum de temps de jeu parce que c'est des profils Euroleague NBA. Lui, j'étais pas en mesure de lui garantir un temps de jeu conséquent. Alors que là, dans ce club-là, voilà, il joue 30-40 minutes et effectivement, il doit dominer. C'est même pas qu'il domine, c'est qu'il doit dominer. Et donc, du coup, il y a un autre rôle qui lui est donné, il y a un autre travail qui a été fait, c'est la priorité pour toi, entraînement, etc., avec catégorie au-dessus, ok, parce qu'effectivement, tu as de l'opposition, tu vas apprendre, etc. Mais de l'autre côté, c'est pas parce que c'est facile que tu dois jouer avec de la facilité, mais plutôt facile, entre guillemets, soi-disant. Donc, tu dois dominer, faire briller les autres, apporter du scoring, faire gagner l'équipe. Et là, tu crées en plus, tu développes
ce qu'on appelle le leadership. Un À rôle, défaut ouais. de le laisser, comme tu l'as dit, dans ce confort-là, sans contexte et sans cadre derrière. Bah, d'accord. Mais là, du coup, bah, tu travailles sur son ego, la gestion de son ego, effectivement. Tu dois être exemplaire, tu dois être capable d'apporter du plus à ton équipe. Quand c'est soi-disant facile, qu'est-ce que tu dois faire pour que les autres puissent être mis en valeur? Tu vas montrer que tu es un vrai leader, quoi, finalement. Pas que parce qu'en face de toi, il n'y a pas un genre à ta Mm. hauteur. Donc, effectivement, je pense que toujours vouloir surclasser, d'ailleurs, nous ici, c'est pas ce qui se fait. Autant les entraînements, oui, surclassement, ça, il n'y a pas de souci. Autant la compétition, c'est rare. C'est rare que des jeunes se fassent surclasser, sauf s'il est vraiment là. On ne parle même pas de dominer. Là, on parle vraiment, le gars, il est presque un prodige par rapport à ses générations. Mais sinon, ouais, le surclassement en compétition, non. S'il est bon, il faut qu'il travaille d'autres aspects. Il faut qu'il le soit déjà, Mm. réellement, tout le temps, régulièrement. Et il faut qu'il soit psychologiquement, mentalement, au sein de l'équipe, au sein d'un groupe, capable de Ouais, bien développer sûr. ses qualités de leadership. Donc, Ouais, non, quand on disait surclassement, enfin, encore une fois, hein, j'éclaircis si ça n'a pas été compris, mais ça ne veut pas dire surclasser toute l'année, hein. Voilà, on peut ouais, jouer surclassement à des moments donnés où on voit qu'il n'évolue plus ou qu'il prend la grosse tête. C'est lui rappeler, bah, va jouer avec l'équipe du dessus et voilà, voilà. Parce que évidemment, et ça c'est une erreur qui est souvent commise, je rejoins, c'est de surclasser tout de suite, tout le temps et mettre réellement en difficulté le jeune, alors qu'à la base c'est quand même quelqu'un qui est censé être en confiance et dominant. Et là, en fait, on le met dans une situation où il n'est pas dans cette situation de confiance. Maintenant, vis-à-vis du groupe, s'il commence à être néfaste, c'est là où il faut se poser la question de pourquoi pas voilà, le remettre sur terre. Et pour ça, on peut utiliser le surclassement notamment. c'est ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue pédagogie, attention aussi au coach. Alors, moi, le premier, j'ai fait l'erreur il y a 3-4 ans d'avoir surclassé un joueur dès le départ parce qu'il avait un potentiel, mais surclassement pour limite compléter une équipe quoi, au final. Même si je croyais en lui, et d'ailleurs, j'ai pas eu tort là-dessus, mais voilà, le gamin n'était pas prêt à s'exprimer en fait. Donc, du coup, bah, l'intérêt de jouer à ce niveau-là était quasiment inexistant. Et des fois, on retrouve la situation aussi où l'entraîneur tu bosses pas assez à l'entraînement, on va te sanctionner en redescendant dans ta catégorie, tu vois. Mm. Il y a aussi ce cas de figure où, attends, je dis, où finalement le surclassement il a tout de néfaste parce que d'une le joueur il est pas capable de s'exprimer, donc l'intérêt psychologique est positif zéro. En plus, on lui dit que quand il retourne avec la catégorie d'en dessous, c'est une sanction. Donc lui, quand il doit y aller, comment il vit les choses, comment les autres joueurs de la catégorie d'en dessous vivent les choses si jamais ils entendent ça. Enfin, c'est clairement Mm. la chose à éviter. Par contre, effectivement, quand il y a un vrai cadre, on sait comment intervenir, on sait quoi dire si jamais il y a un ego qui prend un peu trop ou pas. Voilà, je pense que surclassement entraînement, c'est une évidence parce que c'est ce qui prime. Surclassement de match, il faut exactement savoir pourquoi, quel objectif final, est-ce que le joueur va pouvoir s'exprimer ou pas. S'il ne peut pas s'exprimer, déjà, il ne faut pas faire. Mm. Voilà. Ouais. Grosso modo, D'accord. j'avais envie de dire. Il nous reste à peu près 6 minutes là. J'ai vu qu'il y avait une question dans le fil d'actualité, dans le fil de discussion, pardon. La musculation et la croissance chez les jeunes, est-ce qu'elle aide comme elle Ah oui. augmente les hormones de croissance dans le corps ou est-ce qu'elle les arrête? Merci. Par rapport à ça, alors je t'avoue que là mes cours de STAPS sont un peu loin. Par contre, ce dont je suis sûr et que je peux te certifier, c'est que la musculation en soi, ça dépend de quoi tu parles. Tu parles de musculation sans En outils poids. de musculation, sans poids, tu peux y aller. Maintenant, faire vraiment attention à la posture, ça c'est le point numéro un, parce qu'un exercice qui est mal fait va vraiment endommager là pour le coup les, les muscles et puis même les articulations. Donc ça, il faut faire attention. La musculation avec poids, il faut faire très attention parce qu'en fait, c'est au-delà des hormones, c'est que musculairement, si tu commences à augmenter ta masse musculaire, tu viens tirer sur des articulations. Or, chez les jeunes, les articulations sont pas encore, Terminé. tout ce qui est, voilà, sont pas terminées. Tout ce qui va être les cartilages osseux, etc. Et donc, du coup, tu vas, en fait, rendre un peu statique la croissance à ce moment-là. C'est pour ça que chez les gymnastes, notamment, on peut l'observer. Maintenant, il n'y a pas de lien direct entre le fait de faire de la musculation et couper la croissance. Ça n'existe pas. Si ce n'est voilà, de la musculation à outrance et notamment avec des poids. Maintenant, si tu fais à poids de corps en faisant attention à la posture, il y a pas de raison là-dessus. Voilà. C'était d'ailleurs l'une des questions. Ok, bon bah voilà. L'aspect croissance, voilà.
Donc les idées reçues un petit peu qu'on pouvait en avoir, voilà. Donc, maintenant, à faire avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous a dit que qu'il n'y a pas de réel lien qu'on peut directement faire tout et n'importe quoi. Tu parlais de posture. Effectivement, il vaut mieux peut-être, sur les débuts en tout cas, se faire accompagner par un professionnel qui maîtrise le geste pour vous éviter de faire le mauvais geste. Bah, c'est comme pour le tir, hein, à un moment donné. Si vous commencez avec le mauvais geste, derrière, pour l'enlever, ça va être compliqué. Et là, au-delà du tir, c'est que en plus, ça peut être dangereux, quoi. Donc, Exactement. Est-ce qu'il y a Alors, une grosse différence entre la catégorie U15 et U17, je vois aussi? ouais, bah, enfin, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois par rapport à cette continuité, cette notion d'âge en fonction de ne pas être tout le temps focalisé sur il passe dans cette catégorie-là, donc maintenant c'est tel fondamentaux. Bah, ça fait encore le lien avec la manière de voir les choses en Serbie. On se dit que ce joueur-là, on se projette pour qu'il puisse devenir joueur de haut niveau à 13 ans, 14 ans, 15 ans, au moment où il rejoint le club, par exemple. Il a besoin d'avoir telle qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le prendre dans le club parce qu'il a ces qualités-là. Il faut qu'on les améliore pour le haut niveau. Il faut qu'il soit vraiment brillant par ces qualités-là. Et derrière, il y a une donnée physique. C'est être capable en plus qu'il puisse encaisser, répondre et s'imposer physiquement. D'accord? Tout sans forcément modifier sa génétique technique, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, la planification de ce joueur-là, elle ne va pas se faire sur 2 ans U13, 2 ans U15, et puis 3 ans, enfin 2 ans U17 d'ailleurs, et 2 ans U19, parce qu'en Serbie, c'est comme ça. Mais elle se fait vraiment sur les 5-6 années, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à zéro, de passage de flambeau d'un coach à l'autre, en fonction de. Et puis le coach fait ce qu'il veut, en fonction de l'âge. C'est vraiment une continuité. Il y a un programme sur les 4, 5, 6, 7 années qui est mis en place, qui est instauré. Et derrière, au moins, le gamin, il sait où est-ce qu'il en est tout au long de la saison, enfin tout au long de son parcours d'ailleurs, pas uniquement de la saison, mais chaque année, il doit remettre en question tout ça. Il y a un vrai objectif écrit, ciblé en fin, et en fait, ça permet vraiment au joueur de s'approprier ce projet-là, parce qu'il comprend la finalité. C'est pas une finalité sur 1 ou 2 ans U15, et puis 3 ans U18, et après derrière on voit. C'est vraiment pour arriver en senior, j'ai besoin de ça. Et si je le fais pas, et si j'y arrive pas, à la fin, il n'y aura peut-être pas le même résultat que ce que j'espérais il y a 3, 4, 5 ans. Quoi. Donc, la différence entre les catégories, je pense qu'il faut se les enlever. Prendre le joueur au départ, son maximum, et encore, on ne peut pas l'évaluer, hein, mais son potentiel maximum. Et derrière, voilà, essayer d'établir une planification technique, physique, peut-être mentale également, l'accompagner sur une alimentation, etc. Pour vraiment qu'il soit dans la formation à 360 degrés, quoi. Non, après, pour moi, la seule différence réelle, elle est physique. 2 minutes, c'est juste dû à la croissance. Ouais, ça marche. Elle est juste physique due à la croissance. C'est sûr que si tu es en dernière année U17 et tu rencontres un dernière année U15, voilà, elle se fait notamment par la croissance physique. Donc là, il y a une différence. Je voyais ma main, l'importance de la proprio. Je pense que voilà, alors c'est peut-être pas capital, mais en tout cas, c'est très important parce que ça permet de créer de la stabilité dans l'instabilité et que c'est important parce qu'on en revenait, par exemple, sur le tir, sur voilà, diminuer le risque de blessure, même des fois aussi la capacité à changer de direction, etc. Tout ça est lié. Donc voilà, même si c'est de l'ordre avec impact, exactement. Et tout ça est lié, et même si c'est de l'ordre de l'inconscient, parce que là, on joue sur les réflexes myotatiques, mais du coup, c'est important. Donc ouais, clairement. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, parce que là, ça risque de couper à tout moment, donc on va peut-être s'arrêter là. Donc, merci en tout cas. Merci à tous ceux qui ont participé. Hugo, merci pour tes questions. Ouais, il anime le débat. Voilà. Puis comme la dernière fois, voilà, je vais traiter la vidéo et elle sera publiée sur YouTube d'ici peut-être demain ou d'ici demain, je pense. Ça marche. Voilà. Yes. Merci à tous. Merci encore une fois, Mehdi. À bientôt et au plaisir. Salut. Allez, ciao.